Bonjour et bienvenue à Mille et une voix du succès. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui a nul besoin d'introduction, Madame Isabelle Hudon, présidente de la BDC. On tient à remercier la BDC de nous avoir accueillis dans leur studio aujourd'hui. Puis aujourd'hui, on va avoir Charlie et Charles-Antoine qui vont hoster la discussion. Charlie qui a d'ailleurs fait son stage à la BDC, donc ça risque d'être fort intéressant. Allons-y. Afin de bien s'orienter dans ce périple mouvementé qu'est la vie, Inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. bienvenue, chers amis. À Mille et une voix du succès. Toute une opportunité, puis d'ailleurs, merci beaucoup pour votre temps. Merci pour C'est votre temps, sincèrement ça fait apprécié. Moi, ça m'a. Je raconte cette histoire à tout le monde, là, justement, que quand on vous a rencontré, quand vous avez donné la conférence à Longueuil, juste, on a dit quelques mots, puis c'est comme, ouais, je vais le faire. Ouais. L'enthousiasme, c'était Ça vraiment m'a scié les gens en D'ailleurs, deux. par votre assurance, deux Charlie qui était l'une des nôtres Ouais. pendant un bout de temps. Oui, 2 stages à la BDC. Puis pour moi, je suis très admirative du guts, de l'énergie. Tu le sens quand tu rencontres une personne, là, tu sais. Ouais. Oubliez pas, là, cet élément-là du ressenti. Trop souvent, on nous apprend à analyser de façon mécanique des situations. Mhm. Ouais. Il y a l'élément Ouais. humain qui joue. Moi, je le ressens beaucoup. Il y a des gens qui l'ont pas, ce sensor-là. Moi, je le sens. Le savoir-être. Ouais. Mais aussi, je pense que c'est en partie parce que vous êtes énormément en contact avec des gens quand même. C'est-à-dire, dans votre quotidien, là, je veux dire, vous êtes constamment entouré des gens, vous n'avez pas le choix non plus d'avoir ce ressenti-là, j'ai l'impression qu'il est important. Parce que j'ai le choix, par exemple, puis plus tu grandis dans la vie, pas plus tu vieillis, mais plus tu grandis, plus tu choisis avec qui tu as le goût d'être. Ouais. Puis est-ce vrai. que ça change en fonction des périodes de la vie? Oui. Ouais. Ouais. Plus jeune, là, comme vous êtes, là, on s'oblige un peu trop à être avec des gens qu'on nous dit que c'est les bonnes personnes à être avec. Puis plus on grandit dans la vie, plus on découvre avec qui on a le goût d'être entouré. De Ouais. qui? De qui? on De a le qui, goût d'être- ouais. ouais. On devient moins influençable aussi, peut-être que ça joue un rôle. Sans doute. T'en as un petit peu moins rien à cirer de ce que les autres pensent. Tu sais, il y a toute cette question de avec qui tu veux être vu, Ouais. avec qui tu... Hey, moi, je suis jamais embarquée là-dedans. Non, non, c'est ça. Moi, je suis l'antithèse de ça. Ouais. Ouais, Ça Moi, fait j'ai beaucoup pas de de maison à pression, ça. Magog le week-end. Je vais pas à Tremblant. Ouais. Je fais pas partie de ce réseau-là. Puis ça a beaucoup... ça l'intrigue moins. Mais ça intrigue encore quand même. là. Ouais. Mais ça permet d'avoir une certaine humilité et être plus authentique, selon moi. Ben, tu sais, les vraies affaires. Oui, C'est vrai, exact. par contre. Ouais. T'as raison. Ouais. Absolument. Moi, je viens pas d'une famille là, tu sais, qui avait une maison à Magog ou à Tremblant. Oui, absolument. Ben, d'abord, je pense qu'on peut commencer directement comme ça. Ben, on est pratiquement dans la discussion déjà, là, mais, mais c'est parfait. Ben, je vais peut-être faire une petite introduction très rapidement du contexte. De toute façon, on en fait une nous-mêmes après, là, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'on pourrait commencer par, premièrement, vous remercier énormément pour votre temps. On a déjà, probablement qu'on va mettre en fait la petite partie là qu'on a fait de la discussion, peut-être Ouais. la mettre. Je pense que c'était super intéressant. Mais on va commencer justement, vous avez mentionné vous n'êtes pas né, c'est ça, là, dans des places, Magog, peu importe. Vous êtes né à Beauharnois. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a des moments forts que vous pourriez nous partager? Quelque chose, des souvenirs vraiment qui vous ont marqué de votre enfance? Ah oui. De ce que je me souviens de mon enfance, c'est tout était trop lent, puis je m'ennuyais. Je m'ennuyais de... Je savais pas de quoi je m'ennuyais, parce que quand on est enfant, la vie qu'on a, c'est la vie qu'on connaît, ou la vie qu'on connaît, c'est la vie qu'on a. Mais il y avait quelque chose qui me manquait, ou plein de choses qui me manquaient. Puis je me souviens, bon, pour ceux et celles qui ne connaissent pas Beauharnois, rive sud de Montréal, et des journées ensoleillées, ciel bleu, tu peux te mettre sur le bord du fleuve puis voir au loin le pont Mercier. Et j'imaginais cette grosse ville dangereuse, mais grande, où tout bouillonnait, qui était Montréal, l'autre côté du pont. Ça m'interpellait beaucoup, pas nécessairement Montréal, mais
d'aller vers l'inconnu, d'aller vers plus grand, d'aller vers une activité plus bouillonnante. Mais ça, c'est curieux par contre, parce que j'ai l'impression que le réflexe humain normal, c'est de pas nécessairement être attiré par l'inconnu. Ouais, mais moi, oui. OK. Moi, oui. Ok. Moi, je suis vraiment attirée par l'inconnu. J'ai pas peur d'avoir peur. Je me mets moi-même en danger parce que quand je suis pas sur le bord d'être à l'extérieur de ma zone de confort, je deviens la meilleure procrastineuse. OK. Ah ouais? Alors, oui. Intéressant. C'est Tu sais, il vrai? faut bien se connaître dans la vie. Ouais. là. Mais je suis pas reconnue pour être quelqu'un qui procrastine, Ben, mais non, c'est ça. mais je peux l'être. C'est vrai. Ouais. Quand j'ai trop peu à faire, puis quand c'est pas assez challengeant. Fait que ça veut dire en fait que vous, le risque est moins élevé de se lancer dans l'inconnu puis de faire oui. des choses versus ne pas le faire. Ouais. Ce qui est quand même intéressant. OK. Moi, Ok. puis je suis plus performante dans cet environnement-là que dans un environnement confortable. Puis là, ce qui est dangereux, c'est que, tu sais, bon, moi, j'ai souvent changé d'organisation, j'ai souvent changé de poste, presque tout le temps pour des postes de leadership, de présidente ou de CAO, mais dans différents secteurs, différentes organisations. Puis quand tu fais ça, tu passes à tout coup tous les tests psychométriques. Puis, bon. Puis moi, je me suis toujours portée à ce jeu-là. Ça m'intéresse vraiment, moi. Ça ne dit pas toute la vérité, mais on en apprend sur nous. Puis on se voit aussi évoluer à travers différents tests comme ça. Et moi, je teste, à la grande surprise de plusieurs, je teste beaucoup plus introverti qu'extraverti. Bon, je parais comme une personne plutôt extravertie. Je sais je savais très bien que je devais développer ces aptitudes d'extraverti pour réaliser mes passions, parce que c'est difficile d'être leader de transformation, de croissance, si tu es à 100% introverti. Ouais. Puis la connexion avec l'autre, elle est importante. Alors, donc, il y a ça que j'ai découvert à travers les tests, mais il y a aussi le fait que moi qui aime l'inconnu, qui aime croire que rien n'est impossible, on ne fait pas partie de la majorité de la population. Alors, je ne suis pas unique, je ne suis pas meilleure, mais je ne suis pas dans le 52%. Puis quand tu te retrouves comme ça, il faut que tu reconnaisses. Puis au début de ma carrière, je n'ai pas vraiment reconnu, mais il faut que tu reconnaisses que les autres qui t'entourent n'ont pas nécessairement la même énergie, puis le même amour du risque. Puis ça, faut, tu sais, si j'ai un conseil à vous donner, on n'est pas tous pareils, puis dans des positions de leadership, il faut apprécier les différentes personnalités, puis il faut composer avec les différentes personnalités. On fait trop souvent l'erreur de penser que comment nous, on pense, les autres le pensent. Puis vous êtes la génération des médias sociaux. Hein? Ouais. Bon. Moi, je me suis inscrite dans votre génération. Vous êtes inscrit dans notre génération, j'aime ça. Quand je regarde qui me suivait sur Twitter, je ne suis plus sur Twitter, mais on était à 98% vraiment similaires. Quand je regarde sur LinkedIn également, ça, c'est un danger parce que on se dit, c'est un large réseau, alors il y a des points de vue différents. Ceux qui se rassemblent. Ça. Hein? Ça fait des Souvent, echo on se chambers. ressemble beaucoup. On Ouais. se ressemble beaucoup. Ouais. Puis ça tend à nous faire oublier qu'il y a des points de vue différents. Oui, puis justement, par curiosité, si on se replace justement dans votre tête en début de carrière, quand vous disiez que vous faisiez ces tests psychométriques-là et tout, c'était quoi justement vos ambitions, votre vision de votre futur? Parce que ça, c'est des leçons que vous avez retirées après, de ce que j'ai compris, mais en début de carrière, c'était quoi votre Premièrement, vision? là, Charlie, là, j'ai jamais eu de plan de carrière. OK. J'ai jamais eu une to-do list, là, tu sais, une liste de... Ouais. Jamais eu. J'ai toujours eu, puis j'ai encore un très haut degré de curiosité. Et je pense que c'est ça qui m'a ouvert plein de portes. Si c'est vraiment là, de la curiosité authentique et réelle,
t'es prête à t'exposer à ton contraire. Ça te fait comprendre la vie différemment, ça te fait rencontrer des gens différents. Et puis, il y a des opportunités qui viennent vers toi. Tu sais. Donc, moi, j'avais le goût, je dois te dire, Charlie, que j'avais le goût de pleinement me réaliser. OK? Mettons que je reviens dans ma tête de 25 ans. C'est ça que j'avais le goût, de pleinement me réaliser. Puis à 25 ans, ça voulait dire quelque chose. À 35 ans, ça voulait dire quelque chose d'autre. Puis aujourd'hui, ça veut dire à peu près la même chose, mais quelque chose d'autre aussi. Tu sais. C'était très flexible comme approche. Le plan de match, c'était pas nécessairement justement d'avoir tel âge je fais ça, tel âge j'accomplis ça. Vraiment plus s'ouvrir aux opportunités. Moi, je déteste les cadres rigides et prédécisionés. Mais ça, je trouve ça, ce que tu dis, c'est vrai, puis je pense que c'est excellent parce que ça donne vraiment, ou ça démontre vraiment une belle confiance quand même intrinsèque dans la vie. C'est-à-dire dire comme, ah ben oui, parfait, je suis curieux, je vais aller dans des places où vous avez confiance que... En vos capacités. Ouais, en vos capacités, puis au fait que, tu sais, ça va bien aller, somme toute. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose de pas mal important quand même à retenir de Ça te prend de la confiance, ça te prend du courage, ça te prend de la conviction, puis ça te prend énormément d'humilité. Parce que quand tu es toujours face à ton contraire ou quand tu es dans des situations qui semblent impossibles, il faut que tu aies l'humilité de reconnaître, bien sûr, ce que tu sais, mais également ce que tu ne sais pas. Puis là, une fois que tu sais ce que tu sais pas, tu as au moins deux options. Soit l'apprendre ou t'entourer de personnes qui vont venir te compléter. C'est pas grave si tu sais pas tout. Puis particulièrement les filles, Charlie, je ne sais pas qui nous injecte ça à la naissance, mais cette obligation de perfection. Aussi performer dans n'importe quel aspect. Mais tout le temps. Oui, tout le temps. Ouais. À chaque minute. Même si on n'a pas d'intérêt sur dans tous un les domaine. fronts. Ouais. Faire les meilleurs biscuits, la meilleure comptabilité, le meilleur patin artistique. Ouais. Ben, t'as une minute, là. Choisis où tu as le goût de performer. Donc, c'est cette humilité de dire, tu sais, comme quand je suis rentrée dans le secteur financier chez Sun Life, j'avais jamais travaillé dans le secteur financier. Quand je suis rentrée ici, j'avais le bagage de 7 ans de la financière Sun Life. Puis j'avais un minimum de base pour que quelqu'un dise « Ah, peut-être qu'elle peut devenir banquière. » tu sais. Quand je suis rentrée à la financière Sun Life avec zéro de bagage financier. Mais ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce que nous, on est dans des situations similaires. À chaque fois, on est les deux dans un programme coop. Puis donc, on fait des stages au courant de nos études. Puis à chaque fois, là, les 3 stages, ben toi, t'en as pas encore fait 3, là. Ouais. Mais à chaque fois, là, je sais pas si tu vis ça, mais... Comme le sentiment d'imposteur un peu au début. Ah, totalement, là. Ben, je sais pas si c'est d'imposteur, mais comme de... Ben, c'est méconnu. Aucune idée qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce que... Ouais, c'est ça. Puis je suis curieux de savoir, de votre expérience, comment est-ce que vous avez su à surmonter ça? Est-ce que c'est juste... À chaque fois que j'ai pris un nouveau rôle. Ouais. Mais j'ai jamais laissé le petit singe s'installer sur mon épaule pour me faire croire que j'étais un imposteur. Ça existe, des imposteurs dans la vie, là. C'est réel. Ouais. Mais le syndrome de l'imposteur, c'est nous-mêmes qui s'imposons ce sentiment-là. Puis c'est assez... Tu sais, le petit singe, il tourne autour de toi, là. Puis il vient dire que t'es pas assez bonne, t'en as pas assez fait, que tu seras pas appréciée, que tu vas faire des erreurs. Mais il y a juste toi pour l'accepter ou il y a juste toi pour le refuser. Il y a plein d'éléments qui peuvent te convaincre de l'accepter ou pas. Effectivement. Mais la décision, elle te revient à toi. Tu peux pas accuser personne de t'avoir donné le syndrome de l'imposteur. C'est toi qui te l'inflige à toi-même. Puis, au lieu d'avoir un petit singe sur votre épaule qui vous dit tout ce que vous n'êtes pas capable de faire, mettez-vous un petit hamster dans le cerveau pour vous rappeler tout ce que vous êtes capable de faire. Tu sais, c'est une posture mentale de... Quand tu arrives, par exemple, à un conseil d'administration, je dis souvent ça aux nouveaux, aux nouvelles administrateurs, administratrices, quand vous joignez un conseil d'administration, essayez pas d'être
pour tout le monde sur tous les dossiers puis toutes les décisions. Arrivez à la table avec ce que vous avez à offrir. Puis c'est la combinaison des nombreuses expertises qui font que les meilleures décisions se prennent. Puis à l'âge où vous êtes, avec l'opportunité que vous avez de faire des stages coop, sautez sur cette opportunité-là. Il n'y a rien de mieux qu'à votre âge savoir ce qui est pour vous, ce qui n'est pas pour vous, ce que vous aimez, puis même ce que vous détestez. Il y a plein de choses qu'on pense qu'on n'aime pas dans la vie, jusqu'à temps qu'on y goûte, puis que dans le fond, ou bien c'est vraiment quelque chose qu'on n'aime pas, ou bien, peut-être, tu sais quoi? Peut-être que j'aime ça. Alors, si vous avez l'opportunité de faire des stages ou d'être dans un programme cohorte, dépeignez-vous, là. Allez vers votre contrat. Vous avez l'âge pour faire ça. Je dirais pas ça en plein milieu de carrière, de partir puis de faire quelque chose que vous ne serez pas trop convaincu d'aimer. Mais à l'âge que vous avez, vous êtes des éponges, vous avez de l'énergie dans le tapis, vous avez le goût d'apprendre. Allez-y, puis choisissez pas nécessairement ce que vous pensez que vous allez vouloir faire dans 15 ans. Donc, ouais. Ben, je vous dis pas que si vous étudiez en droit, d'aller faire un stage en médecine. Là. Mais oui, je comprends. Non, mais prenons, vous pensez au droit criminel. Ouais. Ben, faites pas 2 des 3 stages en droit criminel. C'est Donc, facile. Oui, c'est ça. Donc, vice-versa. ce que je comprends, vous dites comme exposez-vous à plus de situations possibles. Oui, comme par exemple, si on est en management. Ouais. Moi, je vous dirais, non négociable, 1 des 3 stages, faites-le en ressources humaines. OK. Ouais. Parce que l'actif le plus, avec la plus grande valeur de n'importe quelle organisation, incluant des mines d'or, c'est le capital humain. Oui. Puis, donc, ouvrez-vous. Et, Oui, vas-y, Charlie. et justement, dans ces périodes de changement-là, là, où on intègre un nouveau milieu, ça va être autant en stage ou même début de vie professionnelle, vous, c'est comme quoi votre astuce, vous direz, primordiale pour comme rester résilient, motivé, puis vraiment intégrer ce nouveau domaine, ce nouveau travail-là? Moi, ce qui m'aide, Charlie, c'est de garder les yeux à l'horizon. Il y a un moment donné, une de mes amies qui me dit, tu sais, Isabelle, quand on marche dans la parade de la vie, ne te laisse pas distraire par un clown ou des clowns devant toi. Parce que ton regard va quitter l'horizon, tu vas être distraite, puis pendant ce temps-là, il y a quelqu'un qui va prendre ta place. Bon, tu sais, c'est imagé, mais ça parle là, beaucoup. je viens de vous le dire, puis je suis convaincue que vous vous voyez dans la rue, là, tu sais, en train, puis vous voyez c'est qui les clowns un peu, là. Oui. Absolument. Bon, ça fait 20 ans qu'elle m'a dit ça, puis c'est une grande dame du cinéma, donc vous pouvez vous imaginer qu'il y a plein d'images dans sa tête. Mais ça m'a toujours été très utile. Et ce qui m'aide, Charlie, là, j'ai de nombreuses occasions de dérouter mon regard, de regarder à droite, de regarder à gauche, de regarder mes bottines, de regarder en arrière. Ça, moi, c'est une chose que je fais rarement. Regarder derrière moi. Oui. J'ai pas de regrets, moi, dans la vie. Je pose des constats qu'il y a des choses que je vais faire mieux puis différemment, mais j'ai rarement des regrets. Alors, moi, ce qui m'aide, c'est que j'ai toujours le regard pas au loin, mais à l'horizon. À l'horizon. Ouais. Puis, il y a quelque chose aussi que je voulais parler. Vous avez dit la plus grande ressource de n'importe quelle organisation, c'est le capital humain. Puis j'ai l'impression que quand vous êtes leader, comme vous l'êtes, c'est d'autant plus important d'avoir cette conscience-là. Puis là, j'ai la chance d'avoir 2 femmes qui ont travaillé, en fait, dans la même organisation. Là, je veux dire, à différents niveaux, on s'entend. Mais je suis curieux de savoir, d'un point de vue de toi en tant que stagiaire, quelle est la perception que tu avais de, par exemple, Madame Don ou l'équipe de direction, peut-être en général? Est-ce que tu avais conscience qu'il était là tout court? Ou est-ce que, tu sais, j'aimerais ça savoir l'impact de ce leadership-là. Puis après ça, j'aimerais ça savoir aussi, de votre perception, c'est quoi pour vous, justement, l'impact ou
la perception que vous voulez projeter dans votre propre organisation? Ben moi, mon stage, en fait, c'est comme le point fort que je retiens. Je trouve que la direction est très proche des employés. Au quotidien, j'avais des interactions avec VP Finance, CFO. C'est les gens qui réellement vont prendre le temps d'apprendre à te connaître, même si tu es juste un étudiant. Tu sens pas ce sentiment-là. Tu es vraiment traité comme une collègue dans l'entreprise. Puis juste vous, à travers les rendez-vous avec Isabelle, on voit qu'il y a vraiment une approche humaine. Puis je trouve justement, ça revient à ce que vous dites tantôt, de ne pas tomber dans tout ce qui est impressionnant. On parlait des gros chalets et tout. Vous êtes très dans l'approche authentique. Puis ça, on le sent vraiment. Puis c'est un vécu dans l'organisation. Là. On en parle à n'importe qui. Isabelle, dont tout le monde dit, c'est une présidente qui est très proche de l'organisation, qui a la mission à cœur, qui est d'aider les entrepreneurs. Puis ça, on le ressent au quotidien. Peu importe niveau hiérarchique. Moi, j'étais une étudiante, je venais de rentrer et déjà, ce sentiment-là était imprégné. Vraiment. Moi, j'ai toujours fait le choix de l'authenticité versus la perfection ou être dans un moule. Très souvent, on va me dire que je suis une leader plutôt non conventionnelle, avec un parcours non conventionnel. Je fais aux autres, habituellement, ce que j'aime recevoir des autres. Puis ça, là, rappelez-vous de ça. Qu'est-ce que vous aimez recevoir comme traitement, comme attention? Ben, assurez-vous qu'avant de l'exiger des autres, que vous êtes capable de l'offrir. Parce que très souvent, on est plus exigeant envers les autres que nous-mêmes. Puis je ne vous demande pas d'être plus ou trop exigeant envers vous-même, mais ça devrait être de même niveau, l'exigence de ce qu'on veut recevoir versus ce qu'on peut offrir. Deuxièmement, ça a des risques d'être le style de leader que je suis, parce que je suis un grand livre ouvert et je dis les choses. Et ce ne sont pas toutes les choses que je dis qui plaisent à tout le monde. Mais ça, c'est le gage de l'authenticité. Ouais. Et j'ai pas peur de mes convictions. Et certaines personnes vont me dire « Ah, Isabelle, peut-être que t'aurais pas dû dire ça. » Pourquoi? Parce que c'est la mauvaise chose à dire, parce que c'est pas la vérité ou parce qu'elle est difficile à comprendre et à accepter. Si c'est dans les deux premières catégories, dites-le moi. Ouais. Si j'ai dit une fausseté, si j'ai blessé qui que ce soit avec une information erronée, dites-le moi. Mais si c'est parce que c'est difficile à comprendre et à accepter, ça ne devrait pas nous arrêter. Ouais. C'est comme pas avoir peur d'affirmer ce qu'on pense, exactement, nos valeurs. Puis pour faire un lien avec ça, est-ce que, en fait, qu'est-ce qui a motivé justement en 2015 pour vous de propulser l'ambition féminine? Parce qu'on peut le voir justement à travers toutes vos réponses, l'humilité, mais aussi d'oser, de ne pas avoir peur d'exprimer nos opinions. C'est quoi la pensée qui est en arrière qui s'est dit, je vais propulser l'ambition féminine avec une plateforme web qui va présenter des leaders inspirants, on va offrir des formations aux femmes. C'était quoi le processus en arrière de ça? Donc, tu fais référence à la fondation pour au lancement de l'effet A, puis A pour ambition. En 2015, dans ma quarantaine, j'avais toujours pas encore personnellement soit remarqué le plafond de verre ou les limites que la société m'imposait. Ben, tu sais, à vrai dire, je le sentais, mais je m'en foutais un peu. Mais je voyais, là, tu sais, en 2015, ça faisait un peu plus de presque 20 ans sur le marché du travail. Ben, 15 bonnes années, je vous dirais, là, mais presque 20. Puis je voyais tellement de femmes et de filles autour de moi s'auto-censurer, se limiter, être timides à leurs ambitions, que je me suis dit, parce que quand on monte les échelles dans sa carrière, moi je suis de celles qui croient qu'on a la responsabilité de redonner. Puis quand tu redonnes à la société, il faut que tu choisisses quelque chose qui te fait vibrer les tripes parce que ça te demande du temps que tu n'as pas, ça te demande de l'énergie que tu n'as pas. Alors choisissez une cause qui vous fait vibrer, là, faites-vous pas imposer une cause. Et
Et ça me mettait à la fois hors de moi, triste, ça me peinait de voir autant de femmes s'auto-censurer. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que les femmes sont moins ambitieuses que les hommes, mais c'est vrai qu'on est habituellement plus timide à déployer notre ambition. Je peux vous le dire, je suis pas timide, pas en tout avec mon ambition, mais je peux vous dire que ça dérange très souvent que je sois très transparente face à mes ambitions et avec mes ambitions. Alors, je pouvais comprendre cette opposition que les femmes vivent entre leurs ambitions et la pression sociale. Ouais. Alors, je me suis dit, et si je posais un geste par jour pour la cause, pour libérer l'ambition féminine? Puis là, c'est à partir de là. Puis après, je me suis dit, ben si je travaillais avec une cohorte de filles, moi je les appelle les filles, là, les participantes dans les FEA, si je travaillais avec une dizaine, une quinzaine de filles pendant 100 jours, que je leur ouvrais mon agenda, que je leur ouvrais mon réseau, que je leur présente mes amis qui sont des leaders, j'étais à peu près convaincue que j'accélérerais leur développement, puis que je nourrirais leur confiance. Puis avec cette confiance-là, ben, tu es confiante d'être ambitieuse puis de déployer. Ça s'est avéré un modèle tout à fait juste. Puis on a essayé à maintes reprises de me décourager à ce que le A soit ambition. Parce qu'on me disait, oh, ça va être agressant, c'est dérangeant. Peut-être que tu devrais aller vers l'authenticité. Moi, je dis, c'est comme la crème fouettée, l'authenticité. C'est presque trop facile. Ouais. L'ambition, c'est comme... C'est difficile à aller chercher. C'est poignant. Exactement. Ça ne plaît pas à tout le monde, j'en conviens. Ça peut déstabiliser les personnes. Mais je disais, moi, là, je suis pas en train de partir un parti politique où je veux le plus grand nombre de personnes qui adhèrent. Les filles et les femmes qui se retrouveront là-dedans, j'aurais posé mon geste par jour. Est-ce qu'il y a 10 ans, je savais ce que je lançais? Pas du tout. Aujourd'hui, là, c'est 17 000 diplômés de l'EFEA. C'est impressionnant. Sur 3 continents. J'avais aucune idée. Tu sais, la première cohorte, on était 10 filles. Les cohortes, maintenant, c'est 350 participantes par cohorte. Alors, mais tout ça pour dire que moi, j'ai voulu, et je veux encore, faciliter la libération de l'ambition chez les femmes. Puis, quel conseil, justement, vous donneriez à ces femmes-là pour enlever ce sentiment-là qu'on peut sentir qu'on peut déranger si on ose trop, quoique peut-être qu'on ne peut jamais oser trop, qu'on a trop d'ambition, pour enlever ce sentiment-là de peur un peu? Mon premier conseil, n'essayez pas de devoir plaire à tout le monde. Cette obligation qu'on doit plaire à tout le monde, c'est impossible à relever. 2, c'est le plus grand frein. Puis 3, ça te fait tourner en rond. Puis encore là, moi je dis, faites un exercice, là. Est-ce que toutes les nouvelles personnes que vous rencontrez, elles vous plaisent? Répondez-moi vous deux, là. Honnêtement, non. Toutes les nouvelles personnes que tu rencontres mais là, à chaque semaine. Je pense que c'est irréaliste de dire oui. Puis, mais je dis pas, mais je dis pas haïr, là. Non. Ouais, c'est moins d'affinité. Oui, exactement. Là, c'est non, la réponse. Ouais, c'est vrai. C'est normal. Pourquoi vous devriez vous infliger, vous, de plaire à tout le monde? Quand vous n'êtes pas prête à donner l'inverse? C'est sûr que si on le voit de ce point de vue-là... Jamais, oui, c'est vrai. Je vous invite pas à créer de l'animosité. Je vous dis pas, c'est pas grave si les gens vous détestent. Mais de faire l'unanimité, c'est vraiment le mauvais objectif. Bon, c'est pas facile. À l'âge où je suis rendue, c'est peut-être plus tu avances dans la vie, plus tu t'habitues à ça. Mais il y a encore, moi, des vendredis où je trouve ça lourd, tu sais, parce que, en plus, moi, je ressens tout. Je le sais à qui je plais, puis à qui je plais pas, puis qui je dérange. Je le sens. Je suis très, très sensible à ça. Est-ce que ça me laisse
détachée, pas du tout. Mais je me rappelle que je peux pas plaire à tout le monde. Puis lorsqu'il y a une personne qui s'est pas retrouvée en moi, j'essaie de me dire, ben c'est parce que j'ai des opinions différentes, parce que elle a une autre vérité qui n'est pas la mienne. Alors, hier, j'accordais une entrevue à la presse sur toute la question de la productivité. Et j'étais avec un prof de l'université de HEC et un philosophe qui prône la théorie de la décroissance. Et j'avais deux choix, là. Arriver là bien braquée, arriver là très curieuse. Bon, je vous laisse deviner. Lesquels? Moi, j'étais curieuse. Ça fait longtemps qu'on entend parler de la théorie de la décroissance. Il y a quelque chose d'intéressant à apprendre. C'est sûr qu'il y a une leçon à en tirer. Ben, il y a une leçon. Ouais. Puis moi, j'aime toujours comprendre l'intelligence derrière une position. C'est pas grave si t'es pas en faveur, mais donne-moi l'argumentaire, le raisonnement de ta position. Et vraiment, je devrais, puis vous allez lire ça, peut-être ou pas, je ne sais pas s'ils vont le publier, mais je suis partie de cette rencontre-là, puis en même temps, durant c'était une table ronde, je me disais, bon, là, faut pas que je sois trop pro-économie devant lui, là, parce que tu as le respect de l'autre aussi. Si je suis trop forte, dire, on va être beaucoup trop loin pour pouvoir avoir un dialogue intéressant. Il y a ça aussi. Quand tu t'exposes à ton contraire, il faut que tu sois prête à te rapprocher. Pas établir une distance dès le début. Dès le début, parce que là, il y a une confrontation. Tu sais. Puis il y a aussi ce que vous, en parenthèse, représentez étant la présidente de la BDC, c'est peut-être plus une organisation qui est en faveur justement de la croissance. Donc là, il y a directement en partant, là, c'est non, mais nos titres, là, c'est complètement opposés. Là, on partait là, à des kilomètres de distance. Après, ton savoir-être peut te rapprocher de ton contraire. Vous pouvez vous rencontrer au milieu, même. Puis on est parti à la fin. Il n'était pas plus d'accord avec ce que je prône, puis je comprenais un petit peu plus ce qu'il prônait, mais pas tant que ça. Mais je me suis pas braquée, puis je pense que il s'est pas braqué non plus. Tu sais. Ouais, non, c'est ça. Les deux, vous avez quand même fait preuve d'ouverture, puis de justement, vous avez bien communiqué, somme toute. C'était franchement, j'ai appris, là. Ouais. Pas sûr que j'adhère à tout, à vrai dire. mais j'ai appris. À travers cette conversation-là, j'ai mieux compris certaines positions publiques qui sont plus raides et drastiques. J'ai mieux compris. Puis, par rapport à ça, là, vous êtes une figure publique, vous avez des critiques, vous avez des admirateurs et tout. Comment est-ce que vous faites... Et des détracteurs. Et des détracteurs, c'est quoi des détracteurs? Non, mais c'est parce que j'ai des admirateurs, mais il y a des gens aussi... l'autre côté. Il y a l'autre côté de la médaille. Ah, ok, oui, pardon. Non, mais c'est parce que je peux pas vous dire... Ne visez pas la perfection sans vous dire que dans la vie... Vous allez avoir des supporters et l'inverse. C'est ça. Ça, c'est des détracteurs. Assurez-vous que votre liste de supporters est plus longue que votre liste de détracteurs. Ouais. Puis, je me demande comment est-ce que vous faites pour gérer ça au quotidien. Est-ce que vous ressentez ça? C'est-à-dire le fait que, je sais pas si vous vous promenez dans la rue et les gens vous reconnaissent, là, je sais pas si c'est... Mais j'imagine, oui, à un certain point. Comment est-ce que vous faites pour cumuler ça avec votre vie? C'est-à-dire, j'ai de la misère à imaginer... En fait, ce que je suis vraiment curieux de comment est-ce qu'on se sent quand on est connu, c'est-à-dire qu'on a autant le regard du public rivé sur nous. Et ça en permanence. Ouais. Je suis pas sûre que je suis dans la catégorie connue, mais je sais qu'à différents moments, je suis reconnue. Tu sais, je veux dire, on marcherait les trois dans la rue, là. Il y a des bonnes chances qu'une ou deux personnes m'arrêtent là, mais c'est des gens de mon réseau. C'est pas des paparazzis. Ouais, je comprends. Il y a des situations où, quand tu es souvent dans les médias, puis particulièrement quand tu es souvent
la seule femme ou l'une des seules femmes dans un réseau. Tu sais, pour ma part, j'ai toujours été la première femme à occuper le poste que j'occupe. À un moment donné, au bout de 30 ans, ta face dans les médias, à un moment donné, le monde te reconnaît. Tu sais. Mettons, hier soir, j'étais au restaurant, puis je voyais bien avec quelqu'un qui me regardait, puis elle devait se dire, tu sais, où c'est que je l'ai vu? Tu sais, c'est pas que je suis connue, mais il y a des gens qui disent, ah, c'est qui ça? Est-ce que je la connais? Ouais. L'autre fois, dans l'édifice où je vis dans une tour à condo, il y a une des copropriétaires qui entre, que je connais pas. Puis là, je voyais qu'elle avait le goût de me dire quelque chose. Tu sais. Puis là, je me disais, je sais pas ce qu'elle vient de me dire, ou bien mes pantalons, ou bien mes cheveux. Et la porte de l'ascenseur ouvre, puis elle se retourne, puis elle me dit, ah, je veux juste vous dire félicitations. Ben, je dis félicitations, pourquoi? Ben, elle dit pour toute votre carrière. Fait que, fait que, tu sais, tu le sais jamais, mais quand tu es dans les médias, tu es à haut risque de te faire reconnaître. Puis je fais la différence entre être connu puis que quelqu'un te reconnaisse. Ouais. Souvent, moi, tu sais, il y a quelqu'un qui me regarde et dit, ah, c'est qui ça? Tu sais, c'est la couleur des cheveux. Puis des fois, juste un sourire, la personne sourit. Puis des fois, mettons, au coin de la rue ici, quelqu'un va me sourire, là, je souris, puis là, bonjour madame Don. Puis c'est pas tout de suite invasif. Là. Ouais, non, c'est pas, c'est bon, parce que ça, je me disais, est-ce que non, mais je suis même pas dans cette catégorie-là. Moi, j'ai des amis artistes, là. OK, ça, c'est eux autres, là. C'est la presse, ouais, c'est... Ouais. Ça n'a rien à voir. Rien. Non, mais je me renseignais parce que quand même, là, je veux dire, juste dans la communauté, nous autres, vous êtes connus, puis je veux dire, c'est sûr, certains où... Ben, OK, c'est bon, parfait. Je voulais m'en assurer. Mais j'ai jamais senti... la nuance. Ouais, ben c'est ça, ouais. J'ai jamais senti une énergie négative. OK. Mais ça, c'était pas... Ouais, absolument. OK. Ouais, non, c'est vrai. Peut-être qu'il y en a qui avaient le goût, mais ils me l'ont pas donné, ou je l'ai pas accepté. Ou c'est vrai, c'est exactement ça. Il y a eu une distance de... Ouais, OK, parfait. Non, je comprends. Puis... Dans votre quotidien à la BDC, je suis curieux de savoir à quoi ressemble votre journée. Tout simplement. Est-ce que tu l'as vu des fois? C'est-à-dire quand tu Moi, en fait, la seule fois que je l'ai vu, c'était la première journée de mon premier stage. Okay. Mon directeur avait dit, il s'avait donné dans son bureau, puis j'avais fait un bonjour comme ça. Tu vois, ça, c'est une chose. Quand je suis arrivée, puis ça a fait parler ben du monde, là, mais j'ai pas redécoré mon bureau, mais replacé mon bureau. Okay. Mon bureau, je voyais mes collègues passer, mais du coin de l'œil, à travers une. Puis, premièrement, j'ai apporté mes œuvres à moi, ça a fait beaucoup à parler. Moi, j'aime ça être entourée d'œuvres d'art, puis particulièrement des œuvres d'art que j'apprécie. Et pourquoi? J'ai besoin d'être entourée de beau. Puis moi, ce que je trouve beau, c'est peut-être pas ce que toi, tu trouves beau, ou ce que toi, Charlie, tu trouves beau. Puis moi, je passe beaucoup de temps dans mon bureau, puis j'ai besoin de me sentir dans mon cocon à moi. Bon, j'ai apporté mes œuvres. Il y en a qui les aiment, il y en a qui les aiment moins, mais ils sont à moi, puis c'est mon cocon à moi. Ce que je voulais vous dire, tantôt vous parlez de mes œuvres, puis moi, j'aime beaucoup l'art contemporain. Donc, c'est très accessible, comme c'est pas des grands peintres là, que j'ai, là, mais j'aime l'art contemporain. Cela étant, j'ai bougé mon bureau pour être face à la fenêtre, au mur de verre, qui me permet, comme Charlie qui passe devant. Premièrement, on est toujours en réunion Teams, alors je regarde mon écran, mais derrière mon écran, c'est mon mur de verre. Tous les collègues qui passent, je les vois. Puis je les salue. Des fois, il y en a qui ne regardent pas parce qu'ils sont trop gentils. Mais ceux qui tournent le regard, moi, je les salue. Puis ça me fait du bien de voir mes collègues, de savoir que peut-être que je suis un petit peu dans mon aquarium, dans mon bureau, avec toutes les rencontres et tout. Mais ça me rappelle que je ne suis pas seule. Ouais. Parce que ça peut être très... tu peux vraiment te sentir seule au haut de la pyramide, à juste titre. Ben oui, c'est ça, oui. Parce que l'organisation de la BDC, Charlie me disait au début, c'est 3000 employés, 3000 collaborateurs qui travaillent ici.
vous avez un style de leadership qui est très humain. Ouais. Comment est-ce que vous faites pour garder, je veux dire, le contact? Je pense que, je veux dire, vous avez pas peur de saluer les gens et tout, mais comme, c'est pas juste à Montréal, on s'entend, je veux dire, il y a des succursales partout au Canada. Comment est-ce que ça se passe, cette dynamique? Je voyage à travers peut-être un petit peu moins, peut-être la moitié du temps, je suis à l'extérieur. Il me reste là que le Yukon, puis le Nunavut. Ouais. Il y a des succursales là-bas? Oui, Ah, où on a des collègues sur le terrain, puis il y a aussi des clients, il y a des partenaires. Alors ça, je fais beaucoup de ces visites-là. Je fais des rencontres plutôt virtuelles avec les employés. J'ai une fois ou 2 mois le rendez-vous avec Isabelle, avec les 3000 employés. Moi, il faut que je reste proche du monde. Parce que, tu sais, on peut, comme leader, tu peux te perdre dans les hautes stratosphères de stratégie, puis de grandes réflexions. Il n'y a rien comme de débarquer sur le terrain puis d'avoir un reality check. C'est ultra nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Est-ce que c'est arrivé plusieurs fois que vous avez eu un reality check qui ne correspondait pas du tout à la vision que vous aviez ou peu importe? Non. Non, mais ok. très souvent, je suis venue corriger, enrichir, rediriger. J'ai jamais, thank God, j'ai jamais dû dire « Oh mon Dieu, je fais complètement fausse route. » OK. Mais je suis continuellement en train de peaufiner, améliorer, corriger. Moi, je ne suis pas gênée de dire « Ça fonctionnait il y a 6 mois. Dans mon bureau, c'était brillant comme idée. Là, j'ai besoin de... c'est pas ça. Comment vous assurez, justement, de rester autant adaptable puis consciente de votre environnement et pas tomber dans ce carcan-là de se dire, je sais pas, si on regarde tel chiffre, ça fonctionne pas, il faudrait prendre telle décision, indicateur de performance. Qu'est-ce qui fait que vous misez aussi sur vraiment l'environnement externe? Parce que je donne beaucoup de place à mon instinct. Je suis pas très cartésienne. Je me suis développée une personnalité cartésienne, enfin, un aspect cartésien, mais je suis d'abord instinctive. Et il a fallu que j'apprenne à marier à mon instinct des données, parce que de l'instinct seul, ça peut te tromper. Puis cartésien seulement, ça peut te tromper. Fait que faut que tu arrives... C'est d'avoir un équilibre. Ouais, bon équilibre. Puis les fois où j'ai complètement omis d'écouter une partie ou tous mes instincts, je suis rentrée dans le mur. Ah ouais? Ouais. Mon Dieu. OK. Ça m'étonne quand même, parce que j'ai l'impression que c'est... ça m'étonne parce qu'à l'école, on se fait apprendre que la bonne façon, c'est le côté cartésien, parce que les décisions doivent être prises en fonction des chiffres et de tous nos trucs. Donc, c'est pour ça que c'est confrontant quand même d'entendre ça. C'est ça. C'est confrontant. mais voilà. Puis, par rapport à ça, vos clients sont la majorité des entrepreneurs, en fait, au Canada. En fait, c'est tous ça. Exclusivement, ouais, c'est ça. J'ai dit en majorité, mais c'est que ça. Qu'est-ce que vous admirez le plus chez les entrepreneurs? Leur courage. C'est de quoi? Ouais. Ce que j'admire le plus, c'est leur courage de ne pas se laisser arrêter, le courage de ne pas accepter non comme une réponse, le courage de tomber sur les genoux puis de se relever, le courage de réaliser leurs rêves, le courage de prendre d'énormes risques. Quand tu parles avec eux, là, je viens de passer quelques jours aux îles de la Madeleine. On a, je sais pas, une vingtaine, trentaine de clients. Je leur ai écrit, puis il y en a une petite dizaine qui m'ont dit « Ben oui, je serai disponible, venez me voir. » Premièrement, la commotion que ça a créé. Je rentre chez les clients, puis chez certains clients, puis ils me disent « Toi, tu fais quoi, Isabelle, à la banque? » Ben, je suis présidente. Non, mais qu'est-ce que tu fais, là? Ouais, je suis présidente. Comme t'es la présidente, qu'est-ce que tu fais c'est sympathique, mais tu vas à la rencontre de ces gens-là, vous comprendrez que sur une île, les défis sont multipliés par 500, 200, 1000.
Parce qu'ils n'ont pas tout à portée de main comme on pourrait penser qu'on a tout à portée de main ici, ou enfin plus à portée de main. Puis là, tu reviens 3 jours là-bas avec eux autres. C'est sûr que je reviens avec 100 idées pour mes équipes, là. Mais c'est ce qui me fait du bien, moi. Moi, je me nourris beaucoup des gens. Est-ce que c'était un choix, genre c'était votre choix d'aller voir les clients ou c'était le choix, genre c'était prévu dans Mon choix. Ah ouais, ok. C'est vraiment vous qui avez décidé, ok, je m'en vais voir les clients aux îles C'est de moi la qui Madeleine. leur ai écrit, personnellement. Ah ouais. C'est quoi votre truc, justement, pour ça, de pas juste faire ce qui est imposé et sortir du cadre, puis aller vraiment avec ce que vous voulez intrinsèquement? Faire aux autres ce que je voudrais recevoir. Ça revient au même encore. Mettons que moi, je suis Ouais. entrepreneur, là, Oui. puis que je me démène, là, puis j'ai une banque à qui je paye un prêt plus l'intérêt, là. De savoir que la banque s'intéresse à moi, là, ça me ferait chaud au cœur. Oui, c'est sûr. En même temps, c'est un facteur motivant aussi. C'est sûr que ça peut contribuer au succès, puis on le voit. Bon, mais là, on a 100 000 clients, là. Je peux pas tous et toutes aller les voir. Non, c'est sûr, mais quand même, je pense qu'on peut le voir justement avec des chiffres. J'ai pas de chiffres comme ça en tête, mais souvent, on le voit à des entreprises qui ont tellement vu une grande croissance avec la BDC. Est-ce que vous pensez que c'est comme justement cette approche humaine-là, service-conseil? Ouais. Oui. Le côté bienveillant des collègues que tu as laissé derrière toi, le BDC, que tu retrouveras peut-être un jour. Mais je pense qu'un des traits communs de nous tous et nous toutes à BDC, c'est la bienveillance, ce qu'on ne retrouve pas nécessairement dans toutes les autres banques. Je ne dis pas qu'on ne retrouve pas ça du tout, mais ici, c'est quand même le fil rouge qui nous unit, la bienveillance. Oui, puis ça revient un peu à ce que j'avais dit, moi, dans mon stage, c'est vraiment ce que j'ai remarqué, c'est les gens. À quel point tout le monde était, c'est ça, intéressé à tous. Et tout le monde a une grande ouverture. C'est des gens très compétents, mais très humbles aussi. Ouais. Puis, j'aimerais faire une petite boucle sur tout ce qu'on a fait, puis sur tout ce qu'on a discuté, parce qu'on a parlé du parcours, on a parlé de beaucoup de conseils que vous nous avez donnés, de vos expériences selon plusieurs sujets. On a conscience que, puis on est à l'université, puis je veux dire, vous êtes proche des gens également, mais à l'université, il y a beaucoup d'anxiété par rapport au fait de, bon, où est-ce que je vais me ramasser dans 5 ans quand je vais terminer mes études, dans quel job, est-ce que, ok, non, mais là, je veux aller dans tel cabinet ou je veux aller dans telle usine, peu importe. Il y a énormément d'incertitudes par rapport à tout ça. Puis, c'est une genre de tension, j'ai l'impression, générationnelle qu'avec, comme vous avez dit, les réseaux sociaux et tout, il y a tellement la culture de l'entrepreneuriat est très, très, très valorisée sur les réseaux sociaux. Je veux dire, on voit les gens, c'est comme, moi j'ai fait 3 millions de dollars, puis là, ils s'achètent une voiture, etc. Puis là, ça met énormément de pression sur les gens. J'aimerais savoir, peut-être des conseils, des trucs pour rassurer ou pour aborder justement cette espèce d'anxiété-là qui est vraiment propagée actuellement pour nous, là, du moins. Là. Je sais pas si vous avez L'anxiété face au futur. Exactement ça, oui, pardon, ça. L'anxiété face au futur. Parce que vous l'avez jamais vécu, je veux dire. Oui, vous l'avez vécu, mais comme vous avez dit, vous avez On nous pousse le concept que la vie est courte, mais je voudrais aussi vous faire réfléchir que la vie est quand même assez longue. C'est pour ceux et celles qui bénéficient de la santé, là. Et dans vos 5-7 premières années de carrière, justement, soyez pas trop carriériste. Ça ne reviendra pas 2-3 fois dans votre carrière d'avoir ce privilège d'aller là où vous n'êtes pas trop certain pour vous confirmer que ce n'est pas votre place ou que peut-être, à votre grande surprise, ça pourrait être votre place. Quand tu as 40 ans, tu ne brises pas ta carrière pour aller tester ton contraire. Tu es bien, tu as pris la direction qui est la sienne, mais avant la trentaine, profitez de ce qui est devant vous. Oui, voyagez, travaillez à l'étranger, ou si vous êtes né à Montréal, allez travailler ailleurs pour peut-être revenir à Montréal, mais ne choisissez pas un lieu, une ville par dépit.
ouvrez-vous au monde, essayez plein de choses et soyez pas trop carriériste au début de votre carrière. Parce que je trouve que ça vous limite beaucoup trop et votre vie de professionnel est plus longue que la mienne et que la mienne est plus longue que celle de mes parents. Mes parents, les deux, ont pris leur retraite à 54 ans. Aujourd'hui, mon père a passé plus de temps à la retraite que comme professionnel. OK. Et moi, ma génération, c'est plus vraiment 65, c'est peut-être 72 ans la retraite. Votre vie professionnelle s'allonge de génération en génération. Avant, quand on avait 25 ans sur le marché du travail, si tu faisais une erreur la première année, t'en restais juste 24. Plus grand impact qu'aujourd'hui. Maintenant, là, pendant 3-4 ans, là, vous essayez différentes choses. Vous en reste quand même bien 30 ou 35, là. Ouais. C'est pas comme si il vous en reste juste 20. Alors, Ouais. soyez pas trop carriériste trop vite. Je vous dis pas que c'est pas bien d'être carriériste, mais vous n'êtes pas obligé d'être à 150% carriériste quand vous êtes sur un campus universitaire. Ben, ça fait une très très belle vision, puis surtout ça relativise énormément la pression que je pense l'ensemble, ben, on se met énormément. Ben ouais. Ouais, vraiment. Je pense justement que venant de vous, les deux, tu sais, qui a réussi justement aux yeux de tout le monde et vous avez réussi concrètement, c'est aussi comme un peu un reality check que on n'est pas obligé justement d'être dans la 100% performance les premières années, puis on peut quand même se rendre à un poste assez, c'est très haut en fait. Si c'est ça, ouais, c'est ça. Puis c'est un discours qu'on entend rarement C'est justement rare. sur les bancs d'école, Ouais. que des fois c'est un peu le décalage justement Ouais. banc d'école vraie vie. Mais je suis convaincue que c'est motivant pour plusieurs d'entendre ça, de savoir encore arrimer cet équilibre-là aussi, puis garder la vision plus long terme, pas tout le temps être dans l'anticipation. Tu sais, il y a un choc thermique que vous allez vivre là, en sortant des bancs d'école. Il y a une chose qui existe à l'école qui n'existe pas dans le milieu du travail. La méritocratie. Ouais. Donc, là, vous êtes jugé sur des notes. Ouais. A+, A, B, B+, 90, vous êtes dans la moyenne, 60, vous coulez à 55, peu importe. Ouais. Ça n'existe plus, ça, après, dans le milieu C'est du ça. travail. Ouais. Puis je te regarde plutôt toi, Charlie, parce que les filles restent plus longtemps prises dans le carcan de la méritocratie. Puis quand tu t'aperçois que ces règles-là tiennent plus, Ouais. ben, ça fait 5 ans que tu as fonctionné avec ces règles-là. T'es resté avec comme ce Ouais. réflexe-là. Je vous dis pas que le moins bon gagne dans le milieu du travail, mais c'est pas vrai que c'est toujours celui ou celle le plus brillant ou la plus brillante qui avance plus vite. Ouais. Absolument. Je suis 100% d'accord. Personnellement, je trouve que c'est... Je le dis souvent, là, justement, quand on discute avec des amis, tout que c'est l'élément un peu qui manque à l'école, c'est de juger plus un tout. C'est tenir compte de la personnalité, pas juste des notes. Puis, si on fait un lien avec ça, vous, c'est quoi dans le futur que vous voulez que les gens se rappellent de vous? Tu sais, on va penser à Isabelle Ludon plus tard. C'est quoi la trace que vous voulez laisser? Courageuse. Courageuse. Si j'allais dire déterminée, ambitieuse, mais courageuse. Pourquoi courageuse? Parce que c'est ce dont j'ai déployé le plus tout au long de ma carrière. Puis je voudrais que on me reconnaisse pour ce que j'ai été puis ce que j'ai fait. C'est pas facile. Ouais. C'est pas facile d'être la première. C'est pas facile d'être à contre-courant. C'est pas facile de complètement s'assumer. C'est pas facile d'accepter de pas plaire à tout le monde. Tout ça, c'est pas facile. Mais ce qui rend possible, c'est le courage. Ben, sur ce, Madame Isabelle Ludon, ce fut un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup pour votre Merci temps. de l'invitation et longue vie à Mille et une voix, c'est ça? Et voilà, Ouais. mille et une voix de succès, en effet. Merci beaucoup pour votre temps. Ouais, je tiens à vous remercier aussi. Je suis sûre que cette discussion-là, ça va inspirer autant les jeunes professionnels, mais plus particulièrement aussi les jeunes femmes professionnelles. Donc, merci pour Puis votre temps. espérons, Charlie, que tu reviennes parmi nous.
Oui, je l'espère fortement. Merci d'avoir écouté cette discussion. En tout cas, moi, j'étais rivé à mon écran pendant toute la durée. C'était super passionnant. Charles, je te demande, qu'est-ce qui a été ton point fort? Ben moi honnêtement c'est quand elle a parlé de curiosité, de pas avoir peur d'être curieux parce que c'est ça qui a permis de découvrir en fait beaucoup de domaines puis de bien s'orienter en fait dans son parcours professionnel. Donc moi ça serait vraiment le point important puis aussi ça donne une belle confiance intrinsèque dans le futur. Toi Charlie, c'est quoi ton moment fort? Moi, personnellement, ce que je retiens et ce qui m'a vraiment marqué, c'est en tant que jeune femme professionnelle de ne pas avoir peur de démontrer son ambition. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est une phrase, je pense qu'elle a dit au début et à la fin, mais qu'elle fait aux autres ce qu'elle veut recevoir. Je trouve que c'est une excellente façon d'interagir et d'entrevoir les relations humaines qu'on a dans notre vie. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, suggestions d'invités ou commentaires, écrivez-nous au 1001voixdusuccès@gmail.com. Ça nous fait plaisir de recevoir et à la prochaine fois. À la prochaine fois.